c'est bien plus efficace sur le plan du rétablissement, c'est bien plus fonctionnel et ça permet en plus de mieux se comprendre dans ces différentes spécialités, d'apprendre à travailler ensemble, donc c'est passionnant. Bonjour à tous, c'est Anne Guéquière. Je voulais vous dire un immense merci car grâce à vous, Métamorphose a dépassé les 90 millions d'écoutes et est le premier podcast santé mentale, bien-être et quête de sens en langue française. Nous interviewons les personnalités les plus inspirantes pour vous offrir des conseils concrets au quotidien. Alors pour ne rien manquer des émissions, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires, vos partages sont tellement précieux et nous aident à poursuivre cette belle aventure. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Les amis, vous connaissez sûrement ce dicton. Faites le métier que vous aimez et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Et si, cette année, vous faisiez de ce dicton une réalité? Pour repenser votre vie professionnelle, je vous recommande chaleureusement notre fidèle sponsor Chance. C'est bien plus qu'un bilan de compétences. En 3 mois seulement, avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs et trouver le chemin vers une vie professionnelle qui vous ressemble. Vous pourrez compter sur le soutien d'une communauté d'entraide engagée, prête à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Et le vrai plus, le parcours est finançable par le CPF. Alors, si ce message résonne pour vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur chance.co pour un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui doit l'être dans votre vie professionnelle. Et si la santé mentale devenait enfin une priorité pour tous, dans un monde où le stress, l'anxiété et l'épuisement sont omniprésents, comment savoir si ce que l'on traverse est un simple coup de mou ou un trouble psychique ? Quand faut-il consulter? Comment se faire aider? Mon invité du jour est un psychiatre engagé. Son ouvrage « Comment ça va, toi ?» il est juste d'ailleurs derrière lui, publié chez Larousse, est un guide pratique pour comprendre et prendre en main sa santé mentale et celle de son entourage. Différencier un stress passager d'une dépression, repérer les signes qui doivent alerter, diagnostiquer une maladie mentale, comme par exemple le trouble bipolaire, dont on parle beaucoup en ce moment, ou la schizophrénie, accompagner un proche en souffrance. Ensemble, nous allons explorer les troubles les plus fréquents pour briser les tabous et les idées reçues et découvrir des solutions concrètes pour prendre en main notre santé mentale. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose pour la première fois le docteur Hugo Baup. Bonjour. Bonjour Anne. Comment ça va? Ça va, merci. Est-ce que les psys sont stressés parfois? En effet, les psys ne sont pas indemnes du stress, évidemment. Moi, le premier, j'ai parfois des moments de forte anxiété, des moments de stress intense et j'essaye de trouver mes propres petites formules, mes petites recettes, aller faire un footing, faire des choses qui me font du bien. Alors, vous soulignez dans votre ouvrage que la santé mentale est avant tout aussi importante que la santé physique. D'ailleurs, vous venez de parler de footing. Pour nos auditeurs, est-ce qu'on pourrait peut-être dire quels sont les signes concrets souvent négligés qui indiquent peut-être qu'un équilibre psychique est fragilisé? On ne va pas parler à ce stade de pathologie, mais en tout cas, voilà, il est peut-être temps d'y prêter attention pour vous. Alors déjà peut-être pour répondre à la première partie de votre question, en effet on a tendance à beaucoup dichotomiser santé mentale, santé physique. En fait cette répartition est un peu désuète à mon sens de nos jours. C'est difficile de dire où est-ce que commence la santé mentale, où est-ce qu'elle s'arrête, comme si la tête était un peu déconnectée du reste. Je crois qu'il faudrait peut-être plutôt parler de santé globale, de santé en général. Évidemment la tête et le reste du corps tout s'entremêlent de manière très intime. Et évidemment, la santé mentale, c'est pas que la tête, c'est l'environnement, c'est les douleurs physiques, c'est les réseaux sociaux, c'est la famille, les amis. Donc, pour répondre à la deuxième partie de votre question, qu'est-ce qui peut interpeller? Je pense que le triptyque alimentation, sommeil, activité physique, déjà c'est important. C'est-à-dire que si vous notez que vous avez une activité physique qui est en train de diminuer, que vous n'avez plus envie de faire votre sport habituellement, votre séance de yoga, votre footing, que vous avez un coup de mou là-dessus et une flemme qui s'installe de manière plus importante que d'habitude, ça peut être un signe d'alerte. Si vous commencez à manger moins bien, à avoir une perte d'appétit importante, ou si vous commencez à manger de manière un peu compulsive des aliments gras, sucrés, salés,
plusieurs jours d'affilée, peut-être que ça témoigne d'une fragilité, d'une fébrilité qui est en train de s'installer. Et si votre sommeil s'altère, évidemment, si vous commencez à avoir du mal à vous endormir, avoir des réveils un peu en terreur la nuit, d'avoir des choses qui vous stressent, et à partir de 4 heures du mat, vous êtes réveillé plein phare et vous n'arrivez pas à vous rendormir, c'est des signes d'alerte. Oui. On peut aussi parler de l'environnement. Je pense qu'il faut faire confiance dans la mesure du possible à vos proches, vos amis, votre famille. Ils sont souvent un bon thermostat de comment vous allez, peuvent vous renvoyer une image assez importante de... Si vous êtes plus irritable, plus impulsif, souvent la famille peut vous le dire. D'ailleurs, vous dites qu'il est important aussi de s'autoriser à se poser cette question, est-ce que consulter me ferait du bien ? Voilà, est-ce que ça m'a traversé l'esprit? Est-ce que finalement je me suis déjà posé la question? Alors il y en a aucun problème de consulter, ils ont déjà consulté, effectivement, chers auditeurs, vous qui nous écoutez. D'ailleurs, ce serait intéressant que vous nous témoigniez. Est-ce que vous avez déjà consulté un psy, un médecin psychiatre? Voilà, quel type? On va parler des professionnels de soins et de santé à ce niveau-là. Mais quand même se poser la question à un moment donné. Alors, il faut bien différencier et savoir de quoi on parle. Si on parle de quelqu'un qui va plutôt bien et qui a envie d'aller encore mieux, qui a envie d'apprendre à se connaître, un peu dans une démarche de développement personnel, il n'est pas interdit d'aller voir un psychologue pour ça. Seulement, il faut trouver quelqu'un qui soit disponible, qui ait encore des plages de consultation et qui soit d'accord pour vous accompagner dans cette démarche. C'est pas du tout la même chose que d'avoir un trouble psychique, d'avoir quelque chose qui est inscrit dans la durée et qui retentit beaucoup dans votre qualité de vie et qui là va prendre un degré d'urgence plus important. En fait, le curseur, c'est le seuil aussi de souffrance, j'imagine. C'est ça, et de retentissement. C'est-à-dire que si vous n'arrivez plus à aller au boulot comme d'habitude, à être concentré, si vous n'arrivez plus à apprécier des moments avec vos enfants, là où vous jouez le soir avec eux, vous leur lisez une histoire, mais vous n'êtes pas dedans, vous avez des angoisses en permanence qui vous bouffent, qui vous rongent, si ça s'ancre dans le temps et dans la durée, si ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, que vous pouvez même avoir des idées suicidaires qui interviennent, c'est pas du tout la même chose que d'avoir envie de se connaître davantage, de faire un espèce de voyage intérieur, qui peut être très intéressant, mais qui ne va pas à tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas envie forcément de se poser non plus ce genre de questions, chez qui ça va être un peu trop remuant et trop douloureux. Il n'y a aucune obligation d'aller voir un psy dans sa vie. Oui. Vous dites quand même qu'en première intention, quand on sent qu'on ne va pas très bien, c'est d'aller voir déjà son médecin traitant. Moi, je trouve que c'est le conseil le plus sage qu'on puisse donner aux gens, parce que le médecin traitant, c'est le médecin souvent de famille qui vous connaît depuis plusieurs années, qui sait par quoi vous êtes déjà passé dans l'enfance, l'adolescence, qui aussi connaît votre background un peu physique, si vous avez déjà eu des pathologies particulières, un diabète, des chirurgies, donc qui peuvent entraîner une certaine fragilité. Et puis, avant de parler de troubles psychiques, il faut toujours éliminer le reste. On peut avoir un problème de thyroïde qui joue sur le moral. Il y a parfois des pathologies neurologiques assez rares, mais qui méritent d'être éliminées avant de partir sur de la psychiatrie. Donc, le médecin généraliste, je trouve, doit rester la pierre angulaire et coordonner les soins. Malheureusement, trouver un médecin généraliste aujourd'hui, ça reste parfois la croix et la bannière dans certains déserts médicaux. Oui, j'allais dire ça. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Et puis, certaines périodes de vie où on peut aussi se sentir plus fragilisé pour des questions hormonales. Je suis enceinte, je viens d'accoucher, etc. Tout à fait. Par exemple, si on prend le cas des femmes enceintes qui viennent d'accoucher, elles peuvent avoir facilement des phobies d'impulsion, c'est-à-dire des angoisses comme ça qui les terrorisent, peur de lancer mon enfant par la fenêtre, peur de lui faire du mal, des espèces d'angoisses comme ça qui touchent des millions de Françaises, qui sont heureusement passagères, mais qui peuvent fortement perturber ces jeunes mamans. Et si on n'a pas rapidement un conseil de médecin ou de psychiatre, de psychologue qui dit ne vous inquiétez pas, les phobies d'impulsion, ça peut arriver, mais on ne passe pas à l'acte, c'est un signe d'angoisse, c'est dû à des cascades hormonales, le manque de sommeil, et ça va finir par passer. C'est bien d'être rassuré, quoi. C'est bien d'être rassuré, évidemment. Ouais. Et puis, si ça s'installe et si ça s'aggrave, pouvoir avoir des traitements particuliers, que ce soit de la psychothérapie ou des médicaments, c'est quand même bien que ça passe d'abord par le médecin. On va parler évidemment dans cette interview aussi des traitements. Vous avez parlé des médicaments, des psychothérapies, on va passer ça en revue. Avant ça, comment y voir un peu clair si je dois consulter plutôt un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute Voilà, il y a plusieurs terminologies. Les gens n'y voient pas toujours clair la différence. Évidemment, un médecin psychiatre, on sait que c'est un médecin, je viens de le dire. C'est votre cas. Mais quelle est l'intention à ce niveau-là ? Encore une fois, déjà, le médecin généraliste va venir évaluer le degré d'urgence. Il va pouvoir, par exemple, vous donner un arrêt de travail si vous avez des symptômes d'une dépression assez importante qui vous empêche de travailler, vous avez besoin de repos. Ensuite, le médecin traitant, il peut vous orienter soit vers un psychologue ou vers un psychiatre en fonction de ce dont vous avez besoin. Un psychiatre va
préférentiellement plutôt être capable de prescrire un médicament et vous arrêter de travailler si c'est nécessaire. Donc, il y a un degré d'urgence un peu plus important si vous avez des idées suicidaires, si vous avez vraiment des insomnies qui sont importantes et qui retentissent de manière très forte sur votre vie. Là où si on vous oriente vers un psychologue, ce sera plutôt pour des symptômes un peu moins intenses qui ne vous empêchent pas de fonctionner comme d'habitude, mais qui vous déstabilisent, qui vous poussent dans vos retranchements. Mais après, un psychologue, ça ne fait pas que ça, évidemment. Ça peut faire des bilans neuropsychologiques qui viennent nourrir certaines démarches diagnostiques. Il y a aussi des psychologues du travail. Donc voilà, c'est 2 métiers très complémentaires qui sont aussi en accès direct. On peut tout à fait aller voir un psychiatre directement ou un psychologue. Mais le médecin généraliste, c'est quand même bien que ce soit lui qui, au début, soit quand même un peu à l'initiative, si possible. D'ailleurs, en Suisse, moi je vis en Suisse, les psychiatres sont aussi psychothérapeutes. Donc ils assurent un suivi thérapeutique assez complet en réalité, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Alors en France, ce que je trouve regrettable en effet, c'est que dans la maquette de formation des psychiatres, on a automatiquement le titre de psychothérapeute alors même qu'on n'est pas forcément formé à une technique de psychothérapie. C'est pour ça que moi du coup là je suis en train de me former à la thérapie familiale systémique parce que j'estime qu'un psychiatre en 2025 ne peut pas être formé à une technique de psychothérapie. On ne peut pas savoir gérer que les médicaments et ne pas s'occuper du reste. Donc vous avez tout à fait raison de souligner ce point et j'aimerais bien que ce soit modifié dans les futures maquettes des internes. Vous militez entre guillemets pour ça, vous poussez le sujet ? Bah oui, je pense que quand on prétend prendre en charge la santé mentale des gens, si on n'est pas formé à la thérapie cognitivo-comportementale, à la thérapie familiale, à l'EMDR, c'est quelque chose qui est pas possible. Je pense que ça manque. Merci de le dire. Je vous en prie. Ça fait du bien. Je le pense. Oui, je vois. En tout cas, quel est le rôle aussi des proches ? Parfois, quand on n'ose pas aller voir un psy ou on parler à son médecin traitant, on a tendance à se dire « Tiens, ma meilleure amie, ma mère, mon cousin, ça va être un peu mon psy ». Ou inversement, des gens qui se prennent un peu pour des psys, c'est-à-dire qui deviennent un peu l'oreille de tout le monde, alors qu'ils n'ont pas forcément le bagage pour recevoir tout ça. C'est sûr qu'on peut on peut se confier à ses proches dans une certaine mesure, mais au-delà d'un seuil de souffrance important, d'une part, on peut mettre ses proches dans des positions inconfortables parce qu'on va leur témoigner des idées noires, parfois des idées suicidaires, des choses atroces qui vous traversent l'esprit. Et au début, ils peuvent venir recevoir ça et vous amener à consulter, mais si vous continuez à être dans le refus de consulter, ça risque d'être contre-productif et de tourner en rond. Et ça va générer aussi de la souffrance chez vos proches. On sait que les aidants, ils sont aussi très sujets à de l'épuisement physique, de l'épuisement psychique. À la fois, les aidants, la famille jouent un rôle primordial et peuvent lancer l'alerte et aider à coordonner les soins. Mais l'idéal, c'est quand même si la demande vient de la personne elle-même. Le problème, c'est que dans les troubles psychiques, parfois, on ne se rend pas compte qu'on est malade, on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'aide. On a la sensation parfois que c'est la faute des autres, que c'est la faute de l'environnement, du système, ce qui est parfois en partie vrai. On ne peut pas enlever l'environnement totalement des troubles psychiques et dans une société donnée, les troubles se manifestent de manière différente. Mais ce rôle des aidants est primordial et à la fois très ambivalent et à mener avec précaution. Je suis sûre que tout le monde a peut-être en tête autour de lui une personne qui n'allait pas bien, à qui il dit ce serait peut-être bien qu'il consulte. Effectivement, la personne refuse et pour autant, elle continue à lui déverser tout ce qui ne va pas. Et donc, le receveur se retrouve dans une posture un peu délicate. Il faut savoir aussi mettre ses propres limites et se dire là, à ce niveau-là, je me protège, j'ai fait le maximum pour mon proche, je lui ai donné les différentes options qu'il pouvait solliciter. Et c'est vrai qu'il faut aussi se préserver soi-même et quand on voit que notre propre santé mentale est impactée par ça, savoir aussi se protéger. Il y a différentes équipes de prévention qui peuvent aussi faire des consultations sans patient, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir la famille, des équipes de psychiatrie hospitalière, universitaire. Ils reçoivent la famille pour donner de l'information à la famille, savoir comment est-ce qu'ils peuvent aider leurs proches, comment les aiguiller et puis aussi venir en aide aux aidants quand ils sentent qu'ils sont impactés trop lourdement par tout ça. Quelle question on peut poser justement à quelqu'un qui va bien ? Vous dites dans le cadre de quelqu'un qui a vraiment des idées noires, on peut lui poser directement la question, est-ce que tu as des idées suicidaires à un moment donné ? Alors il faut tout d'abord le sentir, c'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas du tout à l'aise avec ça, il n'y a aucune obligation en effet. Mais clairement, le fait de demander à quelqu'un est-ce que tu as des idées suicidaires, ça ne va pas du tout lui donner l'envie de se suicider. Au contraire. Parce qu'on pourrait croire que c'est subversif. Oui, mais en fait, ce n'est pas du tout contagieux. D'accord. Au contraire, le fait de pouvoir ouvrir cette porte et donner cette possibilité de s'exprimer, ça peut vraiment être un
soulagement chez des proches, et puis on est souvent étonné. Il y a des gens qui vous disent simplement qu'ils vont pas très bien, mais avec le sourire, et donc on se rend pas forcément compte, et il leur arrive quelque chose de grave quelques jours après, et personne ne l'a vu venir. Donc il y a différentes formations. On peut devenir secouriste en santé mentale en France par différents organismes. C'est assez récent ? Oui, c'est assez récent. À ma connaissance, le modèle n'a pas été encore évalué en tant que tel concernant les bénéfices et les risques, mais je crois que c'est une formation importante qui permet de donner des clés de compréhension et qui permet d'apporter les premiers secours, de la même manière qu'on peut réanimer quelqu'un dans la rue assez rapidement quand on a les premiers gestes de secouriste. La santé mentale permet aussi de trouver les bons mots au bon moment, et en tout cas d'embrayer sur les premiers soins. Ça, je trouve que c'est vraiment important que ça se développe, parce que vous parliez de déserts médicaux tout à l'heure, on parle beaucoup de santé mentale, et effectivement, on voit bien que les cabinets des psychiatres sont débordés, tout le monde cherche. Tout à fait. Et donc, qu'il y ait des premiers aidants de cette manière-là, je trouve ça quand même formidable. Il faut déjà être professionnel de santé ou pas forcément ? Alors, à ma connaissance, pas forcément, mais c'est à vérifier. Mais je ne crois pas qu'il faille forcément être professionnel de santé. Oui. Avec une petite quand même précaution, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que le label Premier Secours en santé mentale, ça permette à des personnes qui prônent des dérives et des alternatives à la médecine d'avoir un label un peu officiel qui leur donne une légitimité. Ça, moi, j'apporterais une méfiance par rapport à ça. C'est un premier secours, vous l'avez dit. Voilà, c'est un premier secours, mais il ne faut pas que ça vienne légitimer des choses, des pseudosciences derrière. Oui. Merci pour la précision. On est toujours vigilant là-dessus et on lutte collectivement sur cette thématique. Il y a le dernier rapport aussi de la Miviludes qui est sorti cette semaine concernant les dérives sectaires, notamment dans le champ de la santé mentale. C'est un domaine où ça pullule, malheureusement, et où quand déjà on souffre d'un trouble psychique, on est épuisé par ça, qu'on a honte de son trouble, que quand on allume la télé, c'est stigmatisé à outrance et tout le monde s'en sert un peu n'importe comment. Et en plus de se retrouver aux griffes de personnes qui vous promettent monts et merveilles avec des thérapies farfelues, c'est quand même la triple peine. D'ailleurs, sur le site de métamorphosePodcast.com, on rappelle en fait les signes qui devraient vraiment vous alerter. On l'a rappelé dans de nombreux épisodes. Il y a toute une frange aussi de junk, entre guillemets, développement personnel. Vous utilisiez ce mot tout à l'heure, où il faut faire attention sur l'emprise, des séances très chères, des gens qui ont pas pignon sur rue, qui vous forcent la main sur certaines choses. Voilà, il y a un certain nombre de critères, donc c'est bien de les rappeler. Et malheureusement, c'est pas de la faute des gens qui s'y retrouvent, parce qu'en fait, quand on va mal, on peut comprendre qu'on est prêt à tout pour aller mieux. Et méfiance quand on vous promet des choses qui marchent très vite, très rapidement, avec un truc un peu magique. Généralement, c'est que ça n'existe pas. C'est que vous allez vous appauvrir, vous allez perdre du temps, et votre maladie va s'aggraver. On perd du temps, en plus. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est difficile en France d'accéder à un psychiatre. Les délais, c'est 6-8 mois d'attente. Donc, les gens, ils ont le temps de s'aggraver, c'est sûr. Oui, ils ont le temps de se retrouver dans les griffes de gourous. Et puis, il y a des gens qui sont très bien et qui peuvent aussi faire du bien. Donc, on ne peut pas non plus... il faut qu'on ait... C'est toujours une question de discernement. Le bien-être est important. La santé, la médecine, c'est important aussi. Les deux sont complémentaires, mais ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, vous parlez d'alliance thérapeutique à ce sujet. À quel moment on peut se dire, là, je suis tombée sur le bon thérapeute, je sens qu'on va faire un bon bout de chemin et j'ai un bon feeling en fait avec ce psy, mais pas justement le mauvais feeling qui me fait croire monts et merveilles. C'est pas toujours facile à discerner. Ouais, c'est pas toujours facile. L'alliance thérapeutique, c'est quelque chose qui se construit parfois très rapidement et plus souvent au fil des ans. Moi, il y a des gens que je reçois en consultation. Au début, je sens qu'ils sont un peu perturbés ou que ça accroche pas ou que le style leur convient pas forcément. Et parfois, ils reviennent pas forcément, mais parfois ils reviennent et du coup là ça prend un peu mieux, là on se découvre un peu mutuellement l'un l'autre et puis on s'entend mieux et vous voyez parfois on s'entend très bien. L'inverse n'étant pas vrai d'ailleurs. C'est-à-dire vous pouvez pas dire à un patient j'ai pas le feeling avec vous, je préfère non, pas du tout. Non, même si parfois on peut le ressentir, on le garde pour soi et on fait avec évidemment et on n'est pas là pour copiner avec les personnes qu'on accompagne, mais on ressent des choses et parfois on peut
utiliser ses ressentiments, utiliser ses émotions aussi pour s'utiliser en thérapie et permettre d'activer des leviers pour que la personne aille mieux. C'est toujours ça l'objectif. Mais en effet, parfois, le feeling arrive très vite avec une personne et parfois, ça prend plus de temps. Et parfois, au début, on se dit, oh là là, ça va être cata. Et en fait, par la suite, c'est assez spectaculairement positif. Donc, c'est difficile dans la première séance de préjuger de comment va évoluer la thérapie et ça dépend des gens, c'est au cas par cas vraiment, il n'y a pas tellement de recettes miracles je pense. Et puis c'est bien peut-être de se laisser un peu de temps comme vous disiez et puis vous dites peut-être quelques questions où il ne faut pas hésiter à les poser finalement à son thérapeute. Ouais, demander les diplômes, demander les formations, par quelle formation les gens sont passés, à quelle technique de psychothérapie ils sont formés. Moi je trouve que c'est des questions qui méritent largement une réponse et quand on reçoit des gens et qu'on prétend prendre en charge leur santé mentale, il faut pouvoir justifier des formations, il faut pouvoir... Vous, ça ne vous gêne pas que les gens vous posent la question? Parce que le patient, pas du tout, non. Il peut y avoir ce truc un peu, entre guillemets, de la blouse blanche, où il se dit, le mec, il va se dire... Ouais, mais surtout pas la blouse blanche. Il me prend pour un stagiaire. Oui, j'ai mes diplômes de médecine, c'est bon. Non, pas du tout. Déjà, moi, ce que je dis aux gens, c'est pas parce que quelqu'un a une blouse blanche que tout ce qu'il dit est vrai. Même si vous avez un médecin devant vous, il faut avoir son esprit critique. Il y a des médecins, malheureusement, qui ont commis des abus par le passé, que ce soit des psychiatres ou des non-psychiatres. Donc, il faut pas rentrer dans l'argument d'autorité de c'est parce que c'est un médecin, alors tout ce qu'il dit est vrai. Il faut être dans une discussion. Moi, je suis dans une discussion horizontale avec les gens que j'accompagne. Je leur donne un peu l'état actuel des connaissances, sans rentrer dans un scientisme pur et dur, mais je leur donne un état actuel de l'art. Je discute avec eux, mais surtout je pars de leur retentissement au quotidien, de leur fonctionnement, qu'est-ce qu'ils veulent dans leur vie. Est-ce que leur volonté c'est d'être plus concentré au travail? Est-ce que leur volonté c'est d'améliorer des conflits avec leur conjoint? Est-ce que leur volonté c'est de se débarrasser de cette saloperie d'addiction qui leur bouffe la vie depuis des années? Est-ce que je me focalise pas sur un symptôme, je me focalise sur quelle est la problématique de la personne. Oui, pourquoi? Et si je suis dépassé, je passe la main. Si je suis insuffisamment formé, je passe la main à un autre collègue qui fait une bonne psychothérapie à laquelle je suis pas formé. Vous voyez, je mets les gens à l'aise, je leur dis que s'ils sont pas à l'aise avec moi, ils peuvent consulter un collègue du même centre où je travaille. S'ils sont plus à l'aise avec une femme, je les oriente. Voilà. Esprit d'ouverture, quoi. Ouais. Et je me considère comme un prestataire de service et je trouve que c'est déjà bien. Je trouve que déjà, si j'arrive à apporter un service aux gens, je cherche pas forcément à devenir plus que ça. Oui. Voilà, j'essaye de rester à ma place aussi. On n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire de leur vie. On apporte un service et j'essaie de le faire le mieux possible. Dans votre ouvrage, ce qui est intéressant, c'est on retrouve vraiment cette ouverture, médicaments, psychothérapie, et c'est pas versus, c'est souvent et. Il n'y a pas de ou en fait. Il peut y avoir déjà, encore une fois, des alliances, et puis parfois, pour certaines personnes, ce sera plutôt tel médicament qui va très bien fonctionner et la thérapie, il n'y aura pas forcément besoin, et inversement. Voilà. Donc comment vous voyez les choses? Ça a beaucoup évolué, c'est quand même ces dernières années. Pas forcément vous au niveau de la clinique, mais en tout cas au niveau de la connaissance du grand public et de cette volonté aussi de ces alliances-là. Je trouve que, y compris sur les thérapies psychocorporelles d'ailleurs. En fait, les Américains ont un petit peu d'avance, j'ai le sentiment. Alors, je sais pas, et en plus, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, je crois pas que ça va aider globalement là, c'est la santé. Un autre sujet. Donc, je suis plutôt inquiet pour mes collègues américains. Je veux dire, ces 20 dernières années, voilà. Alors... Pour répondre à votre question, on entend souvent le discours de les médicaments, c'est chimique, c'est le mal, c'est Big Pharma, tout ça, et il faut soigner par la parole, et sinon on ne prend pas en charge la personne dans la globalité. Il y a cette espèce de slogan un peu redondant. Moi, je crois qu'il faut avoir une boîte à outils quand on s'occupe de la santé mentale des gens. Et dans cette boîte à outils, il y a différentes psychothérapies, il y a différents médicaments. Il y a aussi les prestations financières, par exemple une allocation adulte handicapé pour quelqu'un qui a un trouble important qui retentit dans sa vie. Si vous n'avez pas une allocation qui permet d'avoir un tissu financier de soutien ou des prestations avec des auxiliaires de vie à domicile, vous n'allez pas réussir à permettre à cette personne de refaire surface et de reprendre le cours de sa vie. Donc, pour revenir sur la guéguerre psychothérapie-médicaments, tout ça agit finalement sur le cerveau, sur le corps, sur les neurones. À un moment, la psychothérapie, comme les médicaments, agit sur nos cellules, agit sur notre système. Donc, il y a souvent en plus un effet vertueux entre la psychothérapie et les médicaments. La psychothérapie, parfois, peut permettre à certaines personnes de comprendre qu'elles ont besoin d'un médicament,
On pense au TDA, par exemple, TDAH. Voilà, tout à fait. Par exemple, dans le TDAH, au début, les premières mesures sont non médicamenteuses. C'est d'abord de la psychothérapie, de la remédiation cognitive, expliquer aux gens quel est leur trouble. Et si jamais on estime chez l'enfant ou chez l'adulte qu'il a besoin d'un médicament, que le rapport bénéfice-risque est en faveur, on donne ce médicament, mais ce n'est pas une punition, c'est un soin comme un autre, comme si on avait du diabète, de l'hypertension artérielle. Et quand c'est dans la santé mentale, c'est toujours vécu comme quelque chose qui va amoindrir la personne, qui est un peu comme un échec de la thérapie. Non. Parfois, le médicament peut permettre aussi d'être plus efficace dans une psychothérapie parce qu'on va être de nouveau un peu plus concentré, moins d'angoisse, et on va pouvoir faire plus facilement une thérapie. Alors, on rappelle quand même que le médicament sauve des vies. Il permet à des personnes aussi de vivre normalement, alors qu'ils ne pourraient peut-être pas vivre normalement ou avoir une durée de vie plus limitée. Donc, je pense que c'est important de le rappeler. Et je le redis là. Et peut-être aussi nous dire, justement, les grandes familles de médicaments, alors on ne va pas les passer tous en revue parce on n'est pas là pour faire le Vidal, mais en tout cas, nous dire celles sur lesquelles aujourd'hui on a vraiment de la clinique qui nous montre que ça fonctionne très bien, que ça aide vraiment sur des pathologies assez lourdes. Et que là, je dirais qu'il y a certains cas où il ne faut vraiment pas hésiter, ce que vous disiez à l'instant. Voilà. Tout à fait. Alors, on va commencer par la grande famille des antidépresseurs. Je sais que c'est assez vaste, pardonnez-moi. Non, mais pas du tout, mais je vais essayer de faire assez concis pour ne pas ennuyer les auditeurs. Mais si on commence par les médicaments antidépresseurs, ce sont les traitements de fond de plusieurs formes de dépression et de troubles anxieux, que ce soit les crises d'angoisse, les attaques de panique, les phobies. Donc, comme tout médicament, il faut que ce soit associé à de la psychothérapie pour que ce soit pleinement efficace. Oui. Les antidépresseurs sont souvent confondus avec les anxiolytiques et ça n'a rien à voir. Les antidépresseurs, ils mettent du temps à agir en profondeur, donc ça prend 3 semaines, 1 mois, voire plusieurs mois pour vraiment venir activer une neuroplasticité au niveau de votre cerveau, entraîner les différentes cascades de neurotransmetteurs. Et on a moins de problèmes avec eux en plus sur la durée. Voilà. Par contre, comme tout médicament, les antidépresseurs, il ne faut jamais les arrêter brutalement. Donc les antidépresseurs comme le Prozac, la sertraline, le Séroplex, tout ça, ce sont des noms assez familiers pour les auditeurs, certainement. Ne jamais arrêter un médicament antidépresseur brutalement, parce qu'en fait, comme toute molécule qui est dans un corps pendant longtemps, si on l'arrête brutalement, on peut avoir des symptômes de sevrage. Ça ne veut pas dire que vous êtes accro, que vous avez une addiction. L'addiction, c'est plus complexe que ça, on y reviendra plus tard si vous voulez. Absolument. Mais les symptômes de sevrage physique, si on arrête trop vite les médicaments antidépresseurs, ça peut entraîner de l'irritabilité, parfois des idées suicidaires, parfois un inconfort physique un peu diffus. Donc moi, je conseille aux gens souvent de partir sur une forme buvable quand on veut diminuer, parce qu'on peut diminuer tout doucement avec des gouttes. Malheureusement, tous les antidépresseurs n'ont pas de forme buvable. Mais en tout cas, parlez-en toujours avec votre médecin si vous avez envie d'arrêter les antidépresseurs. Et puis, si vous voulez les garder plusieurs années, c'est possible aussi. On peut garder des antidépresseurs plusieurs années sans qu'il y ait forcément un risque pour la santé. Le risque pour la santé, ça reste quand même d'abord les troubles psychiques. La dépression, les idées suicidaires, les troubles anxieux, tout ça, ça entraîne des risques. Avec des comorbidités, là vous êtes allé jusqu'à la fin de vie, mais aussi parfois... social, professionnel, on peut perdre son boulot parce qu'on devient irascible au travail, parce qu'on n'arrive plus à se concentrer. On peut avoir des accidents de la voie publique parce que on a mal dormi, on n'arrive plus à avoir un sommeil réparateur, donc on essaie d'avoir des addictions pour essayer de compenser ça. On se retrouve à boire de l'alcool, mais ça finit par aggraver la situation. Donc il y a des risques sociaux, des risques familiaux aux troubles psychiques, et c'est une des premières causes de handicap dans le monde, faut le savoir, les problèmes psychiques. Donc, et en plus, on engrange des mauvaises expériences potentiellement. Pendant ce temps-là. Tout à fait. Et puis, ça altère l'estime qu'on a de soi-même, en fait. Parce qu'on se dit, mais j'ai vraiment fait un choix de merde. Là, c'est horrible. Je suis vraiment débile. C'est de ma faute, tout ça. Et puis, l'entourage va peut-être vous dire, c'est dans ta tête, la dépression. Oui, c'est dans ma tête, mais ça m'avance bien de me dire ça. Donc, ça peut nourrir la culpabilité. Les troubles psychiques sont encore très mal compris, notamment dans le grand public. C'est pour ça que ce livre, je l'espère, pourra éclairer les gens. Pour revenir sur les traitements, ensuite il y a les anxiolytiques de la famille des benzodiazépines. Oui. Ça, on les confond souvent avec les antidépresseurs, mais ça n'a rien à voir. On pense au Xanax, par exemple. C'est ça, Xanax, Lexomil, je me prends un petit Lexo le soir, Alprazolam, Seresta, Valium. Tous ces médicaments, ils ne sont pas à banaliser. Il ne faut pas les diaboliser non plus parce que ça permet, chez certaines personnes, d'apaiser de manière puissante et rapide les angoisses. Mais il ne faut pas que ça s'inscrive dans la durée parce qu'il y a un risque d'addiction très important avec cette famille. Voilà. Donc il faut idéalement pas excéder 8 à 12 semaines. Mais en pratique, il y a plein de gens qui en ont pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est avec le suivi qui va bien. On est bien d'accord. Ok.
Sur ces grandes familles, alors pour revenir, vous avez parlé de la santé mentale, de ce livre effectivement qui s'appelle « Comment ça va toi ?» et qui n'est pas que axé, même s'il y a un sous-titre sur la santé mentale, mais on voit bien qu'il y a une vision quand même holistique dans le bon sens du terme de la personne. Est-ce que vous pensez que ce qu'a fait Nicolas Demorand, ça rend service avec son livre « Intérieure nuit » où il parle de son trouble bipolaire, où il dit « je suis malade mental ». Malade mental. C'est fort. Enfin, j'imagine que là, pour vous, tous les psys de France et de Navarre, c'est un truc assez hallucinant. Alors, c'est sûr que... C'est pas le premier à le faire. Hein, il a eu le sens de la punchline. Ouais. Et pour le coup, ça a éclaté comme un coup de tonnerre. Il faut le dire clairement, parce que qu'un usager se permette de dire ça, c'est fort. Ouais. Moi, ça m'a bouleversé de l'entendre parler comme ça. J'ai quand même commenté sous un de ses posts en disant que on n'est jamais une maladie, on n'est jamais qu'une maladie. On a une maladie, mais ça ne définit jamais une personne précisément. Mais en tout cas, j'ai compris... On ne dit pas « je suis un cancer ». Voilà, je ne suis pas sidéen, je ne suis pas cancéreux. Voilà, les gens ne disent pas ça. Mais je suis malade mental, cette formule a été quand même comme une déflagration et on ne peut pas rester indifférent, notamment quand on est psychiatre comme moi. Après, quel va être l'impact de ce genre de formule sur les pouvoirs publics, j'en sais rien. J'espère que ça va accélérer l'augmentation des moyens, parce que pour l'instant, en fait, si ça donne juste envie aux gens de plus consulter, ça va juste augmenter la file d'attente, parce que les gens vont se dire peut-être que moi aussi, mes troubles, ils peuvent s'expliquer par un trouble psychique, je vais aller consulter, et en fait, il y a toujours pas assez de psychiatres en France, Il y a plein de psychiatres vieillissants qui partent à la retraite, qui ne sont pas forcément remplacés tout de suite. Donc on va vers des années difficiles. Et tant que le gouvernement n'aura pas décidé d'accélérer les moyens, d'accélérer une déstigmatisation aussi de cette spécialité qu'est la psychiatrie, redonner envie aux jeunes de faire ce métier, je pense que rien ne va changer. Donc... Je pense que là, les jeunes psychiatres, déjà vous êtes quand même un relativement jeune psychiatre, même si vous ne sortez pas juste de vos études. Je m'estime encore un peu jeune. Ouais. Oui, c'est ça. En tout cas, on parle tellement de santé mentale que j'imagine que ça pousse quand même les jeunes étudiants en médecine. Vous voyez un peu déjà ce phénomène ? Alors, chez les jeunes, je ne crois pas. La psychiatrie reste l'une des dernières spécialités choisies à l'internat. Ah oui, waouh. Et la santé mentale, grande cause nationale, c'est bien, mais si c'est que des slogans publicitaires et des sujets de sensibilisation à la radio et à la télé, ça ne va rien changer. Ce qu'il faut, c'est favoriser l'accès aux soins des gens qui en ont besoin, point barre. Le reste, ce sera du blabla et on va se raconter la messe. Ouais. Et puis donc, en plus, ça augmente à nouveau les files d'attente. Voilà, ça augmente les files d'attente, ça va augmenter du coup le désarroi, ça va augmenter la frustration chez les gens. Donc ce qu'il faut, c'est des campagnes de sensibilisation qui ont fait la preuve de leur efficacité dans les autres pays. Il ne faut pas arrêter de faire des campagnes de sensibilisation qui servent à rien et qui dépensent de l'argent. Il ne suffit pas juste de parler des troubles psychiques pour que d'un coup les gens se disent en fait c'est pas grave, en fait ça fait pas peur. Non, il faut étudier des modèles, étudier des choses qui ont marché à l'étranger, les appliquer en France si on a de l'argent, mais surtout accélérer et faciliter l'accès aux soins. Pouvoir voir un psychiatre rapidement, pouvoir voir un psychologue rapidement, pouvoir voir un médecin généraliste rapidement. Déjà commencer par là. Ça s'est aggravé depuis Covid, vous voyez quand même plus de demandes de consultation, notamment chez les jeunes? Nous, on est de toute façon à l'hôpital toujours débordés. Les files d'attente, elles sont toujours déjà presque interminables. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Mais j'ai la sensation qu'il y a quand même une prise de conscience plus importante, notamment chez les jeunes, des problèmes de santé mentale. Les réseaux sociaux ont aussi facilité l'expression de difficultés chez eux, avec aussi des dérapages sur des contagions un peu d'autodiagnostic où d'un coup les jeunes vont se dire parce que j'ai vu une vidéo TikTok, du coup j'ai les mêmes symptômes, donc voilà, tout ça est à manier avec précaution et encore une fois, tant qu'on ne peut pas voir un psychiatre, un psychologue ou un médecin généraliste rapidement, on ne peut pas éclairer la population. Ça reste des troubles complexes, c'est pas pour rien qu'il y a des années d'études pour pouvoir s'en occuper. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il faudrait aussi former peut-être plus les généralistes aux pathologies mentales, pour qu'ils puissent bien aiguiller et détecter peut-être encore plus en amont. Tout à fait. Et puis, par exemple, dans la maquette, pour devenir psychiatre aussi, passer obligatoirement en neurologie. Faire plus de ponts entre les différentes spécialités. Parce que
même historiquement, dans les bâtiments, on est toujours à l'écart des autres spécialités. Souvent, on est à côté du CHU, les psychiatres, on est dans des bâtiments, des anciens couvents, des anciens bâtiments comme ça qui récupéraient à l'époque les gens dont personne voulait. Et du coup, les ponts sont difficiles à faire avec les autres spécialités. On peut parfois être perçu comme des oiseaux un peu bizarres. On est un peu moqué parfois par les autres spécialités médicales. Et il faut aussi qu'on balaye devant notre porte et qu'on rende plus transparent notre profession. C'est pour ça que moi, sur les réseaux sociaux, j'aime bien expliquer aux gens ce que c'est que d'être psychiatre. J'aime bien expliquer de manière transparente comment on travaille, mettre un peu d'humour et dédramatiser tout ça aussi, quoi. C'est ça. Alors, on était parti sur les médicaments et puis il y a l'autre versant qu'on n'a pas décrit. Vous avez parlé tout à l'heure que vous étiez en train de vous former à la thérapie systémie, au TCC, vous êtes déjà formé, peut-être à l'EMDR, etc. C'est important pour vous, cette alliance très forte avec ces thérapies qui sont quand même assez émergentes en France, finalement. Il y a 10-15 ans, oui, chez les psys, ils étaient courants, mais la population en avait très peu entendu parler. Alors, c'est vrai que c'est pour ça que dans le bouquin, je fais quand même la part belle aussi aux psychothérapies pour rendre lisible ça auprès de la population et savoir pour chaque trouble, pour chaque difficulté, vers qui on peut s'adresser. C'est clair que quand on écoute une personne, qu'on l'écoute plusieurs jours par mois, qu'on crée une alliance au fil des années, ça fait du bien. Ça peut permettre de stabiliser certains troubles, ça peut permettre d'actionner des leviers importants dans leur vie, de les aider à prendre des décisions importantes. Parfois, c'est associé ou pas à un médicament. Comme je l'ai dit auparavant, médicaments et psychothérapie travaillent très bien ensemble. Ce sont de très bons amis. Chaque cas est particulier. Moi, j'aime ce côté un peu haute couture, un peu très personnalisé de l'approche et des soins. Donc, en effet, la psychothérapie, c'est quelque chose qui m'importe particulièrement. Ils ont de la chance, vos patients. Je sais pas, je pense pas que je sois spécialement meilleur que d'autres psychiatres, clairement. En tout cas, je me vois pas du tout comme ça. Oui. C'est plutôt aux personnes que j'accompagne de juger ou pas. J'espère en tout cas que je les aide et je les remercie de leur confiance, surtout. En tout cas, moi, je reçois beaucoup de psychiatres dans cette émission et alors peut-être parce qu'il y a un biais et qu'ils sont particulièrement ouverts, mais je vois que maintenant, la plupart des personnes que je reçois là sont formées à diverses thérapeutiques. Il y avait Jean-Christophe Seznec, il n'y a pas longtemps, qui est formé à ACT, etc. Donc, on a le sentiment quand même que ça bouge et assez vite. Moi, j'ai la sensation, en effet, que les psychothérapies sont de plus en plus en vogue. Et même des médecins généralistes qui se forment à la thérapie ACT ou à l'EMDR. Enfin, c'est vrai qu'il y a une appétence aussi pour les médecins traitants sur les troubles psychiques parce que c'est surtout eux aussi, d'abord, qui prennent en charge beaucoup de personnes qui ont des dépressions et des troubles anxieux. Ils sont en première ligne. Et donc, je pense qu'il faut vraiment créer des ponts de plus en plus. On développe aussi dans différentes régions de France un numéro direct où les généralistes peuvent n'importe quand. Oui, redonnez-le au passage, oui. Alors, ça dépend des régions. Oui. Nous, en Dordogne, par exemple, on n'en a pas et on aimerait bien en mettre un en place, là où je travaille. Mais l'idée, ce serait qu'un médecin généraliste puisse, à tout moment de la journée, avoir un psychiatre au bout du fil pour savoir, une question sur un antidépresseur, une question sur des idées suicidaires, et rapidement pouvoir aiguiller notre confrère, notre consoeur, et rendre notre métier plus transparent, encore une fois. D'ailleurs, on rappelle le numéro pour les idées suicidaires, c'est 3114. Voilà, merci. 14. Alors, on va passer au volet plus des pathologies. Peut-être commencer par le débat actuel qui concerne la nature des troubles neurodéveloppementaux. C'est dur à dire, les TND. Oui. C'est plus facile à dire, TND. C'est pas évident parce que y a toujours cette question, est-ce que c'est une autre manière finalement d'être au monde ou est-ce que c'est un véritable trouble clinique ? Enfin, de toute façon, en psychiatrie, c'est toujours, j'imagine, complexe dans l'histoire de la psychiatrie de dire quelle est la frontière. Qu'est-ce qu'un trait de personnalité ? Qu'est-ce qu'une pathologie ? On revient toujours à ce qu'on a dit au début. Il y a quand même un curseur qui est aussi la souffrance. Bien sûr. Mais là, sur le TND, éclairez-nous peut-être. Les TND, ça regroupe une grande famille dans laquelle on peut mettre les troubles du spectre de l'autisme, le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc le TDAH, mais aussi différents troubles comme la dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Pour faire simple... Un trouble n'étant pas une maladie. Un trouble n'étant pas une maladie. Pour faire simple, par exemple, pour les troubles du spectre de l'autisme, moi, j'aime différencier l'autisme et les troubles du spectre de l'autisme. L'autisme, c'est quelque chose qui est encore difficile à délimiter. C'est une autre manière d'être au monde, une autre manière qu'a le cerveau d'être câblé en termes d'interaction sociale, de sensorialité, de communication. Mais
ça n'entraîne pas forcément un trouble. Par contre, les troubles du spectre de l'autisme, ce sont en fait finalement des difficultés que la personne va pouvoir rencontrer et pour lesquelles ils pourront recevoir un accompagnement ou une aide d'un psychologue, d'un psychiatre. Donc, c'est à différencier. Pour moi, ce n'est pas la même chose et ce n'est pas sur le même plan. Le TDAH, c'est un trouble qui va entraîner plus d'impulsivité chez les enfants, qui va entraîner plus de difficultés de concentration, d'attention. Et encore une fois, le médicament, la Ritaline, qu'on appelle aussi méthylphénidate, n'est pas du tout direct et n'est pas du tout obligatoire et automatique. Il y a d'abord d'autres mesures d'accompagnement parental, de psychoéducation, de remédiation cognitive. Donc, globalement, la différence entre troubles neurodéveloppementaux et les autres entités cliniques qu'on retrouve en psychiatrie, la dépression, la schizophrénie, le trouble bipolaire, c'est plutôt un délai de survenue. Les TND, on dit plutôt qu'ils surviennent très tôt dans l'enfance, avec des acquisitions qui peuvent être impactées, que ce soit la communication, le langage, l'écriture. Là où plutôt les troubles psychiques, comme le trouble bipolaire, la schizophrénie, vont survenir vers 15, 20, 25 ans, même s'il peut y avoir des formes précoces, chez 8-10 ans. Moi, parfois, malheureusement, je vois des jeunes ados, des jeunes enfants aux urgences qui ont des troubles psychiques comme une schizophrénie qui survient très précocement. Ça peut toujours arriver. Mais voilà, c'est un peu cette grande distinction qu'on fait entre les troubles neurodéveloppementaux et les pathologies psychiques. Ce qui n'est pas évident, j'ai le sentiment, c'est qu'avec ces troubles, comme il y a justement des symptômes associés ou des comorbidités, c'est un peu l'œuf et la poule, c'est qu'on ne sait pas en fait si c'est une conséquence ou s'il y a quelque chose qui se cache d'une pathologie derrière. Et donc comment démêler ça ? Vous avez tout à fait raison d'en parler. On peut tout à fait avoir à la fois et un TDAH et se compliquer derrière d'une dépression. On peut avoir aussi une dépression de l'enfant qui va prendre une teinte irritable et agité, qui peut donner la sensation qu'en fait c'est un TDAH alors qu'en fait pas du tout. Si on soigne la dépression de l'enfant ou de l'ado, les symptômes vont disparaître. Donc c'est difficile, c'est complexe et encore une fois c'est la consultation chez le médecin, chez les spécialistes, les psychologues, les neurologues, les neuropédiatres qui va permettre de démêler tout ça. Il faut aussi prendre en compte la trajectoire de l'enfant, de l'adolescent avec un cerveau en pleine maturation qui mature jusqu'à 25 ans. Plus on le sait maintenant, qu'effectivement le cerveau... C'est ça, plus l'impact de l'école, de la vie familiale, des premiers émois, de l'adolescence. Tout ça rend particulièrement complexe la pédopsychiatrie, la pédopsychologie, mais c'est ce qui rend aussi ces métiers passionnants. Pour autant, il ne faut pas s'empêcher de poser un diagnostic à un instant T quand on a la sensation que les symptômes sont là. On ne peut pas non plus dire, parce que l'enfant est en pleine évolution, on ne donne jamais de diagnostic. Ça va passer, c'est une crise d'ado. Non. Si on a les critères, il ne faut pas s'empêcher de poser un diagnostic, quitte à le réévaluer en permanence, à expliquer aux parents que les diagnostics en psychiatrie, c'est quelque chose qui nous aide à penser, ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans le marbre. On essaie de regrouper ça en syndromes pour essayer de réfléchir ensemble, pour pouvoir comparer des études en Amérique, avec nos collègues anglais, en Allemagne, pour essayer d'avoir un langage commun. C'est imparfait. Le DSM, le manuel de psychiatrie, il est imparfait, mais c'est globalement ce qu'on a trouvé de moins nul jusque-là pour avoir un langage commun. Et puis ça va évoluer. Voilà, ça va évoluer, mais ça ne définit pas les personnes. Oui. C'est un outil de diagnostic et d'aide à la démarche thérapeutique, tout simplement. Est-ce que dans ces troubles, là, pour finir là-dessus, vous voyez ce qu'on appelle les 2 E, les doubles exceptions, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un trouble, par exemple, on parlait du TDAH, avec le côté HPI qui peut faire que ça devient compliqué dans les diagnostics? Alors, le HPI... Qui n'est pas un trouble lui-même. Le HPI, il faut mettre très à l'aise vos auditeurs là-dessus. Le HPI, ça ne veut rien dire d'autre qu'un QI qui est supérieur à 130 sur des tests prouvés. Voilà. Ça ne veut rien dire d'autre que ça. Dans les études scientifiques que j'ai pu lire sur le sujet, l'HPI n'est pas associé à plus de souffrance psychique, au contraire. C'est plutôt des gens qui vont avoir moins de troubles psychiques que les autres et qui vont avoir une réussite scolaire, professionnelle, sociale plus importante. C'est ce qu'on peut dire actuellement sur le HPI. Donc, ne pas dire aux gens que c'est une maladie, ne pas dire aux gens que c'est un trouble, c'est juste une intelligence plus élevée dans certains tests d'intelligence et qui donne plutôt une aide dans la vie. Mais ça n'empêche pas, on peut être HPI et avoir une dépression, ou on peut être HPI, être bipolaire, on peut être HPI, avoir un TDAH. Ça n'empêche. Oui. Vous abordez aussi cette question du sentiment d'être différent des autres. Alors, est-ce que tout être humain ne se sent pas un peu différent des autres, mais qui peut être exacerbé chez certaines personnes? Comment est-ce que ça se manifeste? Alors,
je crois qu'on a tous le sentiment d'être un peu particulier. Ouais, un peu singulier, oui. D'être un peu singulier, de faire des trucs un peu bizarres qui nous regardent que nous dans l'intimité. Voilà, il y a des gens qui aiment bien sentir des odeurs particulières toute la journée et avoir une stimulation importante par rapport à ça. Il y a d'autres personnes qui vont avoir des particularités alimentaires qui les caractérisent et qui leur donnent un côté rigolo. Mais après, je crois pense à pas votre que... confrère psychiatre, Laurent Carella, qui a cette particularité d'être à fond sur le heavy metal, par exemple. C'est ça sa particularité? D'accord, bon, bah, ça va. C'est ça. Donc voilà, on a tous un peu une notice de soi-même qu'on décode au fur et à mesure des années et qui fait qu'on est apprécié par nos proches ou détesté, ça dépend, ou un truc entre les deux. Mais non, la différence, heureusement, n'est pas un trouble. La différence est quelque chose qui nous caractérise et qui fait que la vie en société prend des couleurs multiples. Est-ce que ça peut cacher, peut-être, quand c'est exacerbé, justement, ce trouble du spectre autistique ou là, à quel moment, quel est le curseur pour se dire, là, il y a une petite différence et ça pourrait me faire du bien de le savoir? Le curseur, encore une fois, c'est la souffrance de la personne. Oui. Si la personne, elle se sent rejetée du fait de ses bizarreries comportementales, si parce qu'elle a des besoins sensoriels de se balancer, d'autostimuler en manipulant des objets, si elle se fait moquer par rapport à ça, si elle subit du harcèlement scolaire parce que elle a du mal dans les interactions sociales à bien se positionner, à connaître la bonne distance interpersonnelle, si dans la communication orale, elle a des difficultés et que la prise en charge en orthophonie fait que les autres se moquent d'elle, tout ça va générer de la souffrance et finalement peut être accompagné. Mais encore une fois, il faut aussi questionner les organisations scolaires, la manière d'être en société. On ne peut pas enlever comme ça les troubles psychiques, les troubles neurodéveloppementaux des sociétés dans lesquelles ils s'inscrivent. Un autre trouble dont vous parlez qui est peut-être plus méconnu, c'est ce trouble de l'adaptation. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le trouble de l'adaptation, c'est en fait quand nos capacités d'adaptation sont un peu, voire beaucoup dépassées. On s'adapte un peu tous les jours en permanence. On arrive à encaisser plus ou moins des sources d'angoisse qui peuvent se majorer. Parfois, on va avoir plusieurs soucis, plusieurs emmerdes qui s'accumulent à la maison, dans la vie familiale, au boulot. Puis ça dépend du contexte. Voilà, forcément. Ça dépend du contexte. On arrive à soit faire un peu plus de sport pour essayer de se décharger, soit on arrive à prendre un week-end avec sa compagne ou son compagnon pour souffler un peu. Mais si on a en plus des difficultés financières qui s'accumulent et qui font que non, on peut pas avoir ce levier, ou si on a une douleur phisique, une douleur de dos qui vous fige à la maison et qui vous empêche d'avoir votre défouloir qui est d'aller faire votre footing, rapidement ça peut devenir l'enfer. Et donc les capacités d'adaptation vont être débordées et du coup vous allez être poussé dans vos retranchements avec des risques divers et variés. La dépression, peut-être qu'on passe vite dessus parce que j'en ai pas mal parlé avec le professeur Pierre Philippe et puis avec le professeur Lejoyeux aussi. N'avoir plus goût à rien, comment on distingue cette perte passagère de quelque chose de plus profond quand même ? C'est-à-dire que dans la dépression, déjà, il y a un critère de durée, c'est-à-dire que quand ça dure plusieurs jours, plusieurs semaines, que vous êtes dans cette spirale infernale, c'est pas juste un petit coup de déprime qui dure 1 ou 2 jours. Ouais, c'est pas le coup de mou, quoi. Voilà, c'est-à-dire que quand pendant plusieurs semaines, dès le matin, vous vous levez, vous avez envie de rien, tout vous paraît une montagne, votre enfant qui vient vous accueillir à la sortie du lit, ça vous gonfle, ça vous irrite, vous n'arrivez plus à anticiper des sources de plaisir, le fait de retrouver un ami au restaurant, le fait d'aller voir un film au ciné, tout ça vous gonfle et vous donne plus aucun plaisir. Ça s'appelle l'anédonie et c'est un des critères de la dépression. La dépression, c'est encore une maladie très complexe. On est loin d'avoir tout compris. Les facteurs de stress extérieur jouent aussi un rôle important. Si on a subi des agressions sexuelles, si on a subi du harcèlement scolaire, si encore une fois on est dans une organisation de travail malade qui pousse les gens à bout, la prédisposition aussi. La prédisposition génétique, c'est-à-dire que si on a des parents qui ont souffert de dépression, on a plus de risques soi-même d'en souffrir, parce qu'ils nous ont transmis un bagage génétique qui rend plus vulnérable à cette maladie. On peut remonter d'ailleurs, est-ce que si les grands-parents ou les arrière-grands-parents... C'est-à-dire que si vous avez plusieurs grands-parents qui ont tous fait des dépressions, plus vos parents qui ont fait des dépressions eux aussi, forcément à chaque fois votre risque
en termes de probabilité augmente. Mais ça ne veut pas dire que vous allez porter en vous une espèce de dette de vos ancêtres. Vous voyez, on peut très vite tomber après dans un discours un peu... Non, mais je ne pensais pas à ça. Je pensais plutôt en fait à si par exemple il y a quelqu'un qui était dépression chez les grands-parents, mais ça n'a pas été le cas des parents, est-ce que ça peut sauter comme ça une génération au niveau génétique? Oui, ça peut sauter parce que en fait, c'est pas un gène qui donne la dépression. C'est un ensemble de gènes qui vont s'exprimer et qui vont donner une vulnérabilité, mais ensuite les facteurs de stress vont jouer un rôle important. Et si vous avez en plus connu des parents qui ont fait des dépressions, vous avez pu aussi être dans un environnement aux premières loges où vous avez peut-être vécu des hospitalisations violentes, vous avez subi parfois aussi des intoxications alcooliques chez vos parents parce qu'ils essayaient de s'automédiquer comme ils pouvaient. Donc vous avez aussi été dans un environnement qui peut être possiblement traumatogène. Oui, traumatogène. Alors, si on parle, on a parlé un peu du TDAH, on va pas revenir dessus. On parle des symptômes spécifiques du trouble dissociatif de l'identité, avec, évidemment, on pense à la schizophrénie, mais il y a des degrés, encore une fois. Vous parlez aussi de personnes un peu à tendance schizoïde, vous les appelez comment? Oui, les troubles de personnalité. Voilà, les troubles de personnalité. Ouais. Quelle est un peu cette grande famille, je dirais, de... Alors là, on est dans la maladie. Alors, juste pour finir sur le TDAH, ce qui me semble important à dire, c'est que le traitement, le méthylphénidate, n'est pas une amphétamine, c'est un psychostimulant qui n'entraîne pas de risque d'addiction, donc on peut l'arrêter le week-end ou en vacances. C'est important de le dire parce qu'il y a encore quelque part une crainte et ce trouble reste sous-diagnostiqué en France et sous-traité malgré ce qu'on peut entendre. Et il y a plein de gens qui pourraient bénéficier de ce médicament et qui n'en ont pas et qui tombent plus facilement dans la délinquance pendant l'adolescence, qui vont avoir d'autres addictions à cocaïne, alcool, cannabis très jeunes et qui vont perdre des points de vie, qui vont perdre des capacités à bien s'orienter scolairement. Donc voilà, je voulais rappeler ça. Vous faites bien de le dire parce que j'avais fait une émission complète avec le professeur Nader Perrou à Genève sur le TDAH et il rappelle vraiment ça en disant que une addiction parfois en pousse une autre et il vaut mieux une addiction contrôlée. Enfin là, il n'y a pas d'addiction possible, mais il vaut mieux un médicament qu'on contrôle plutôt que d'aller effectivement sur des substances il vaut mieux un médicament qui vous aide à utiliser vos capacités de concentration, d'attention, à être moins impulsif, à pouvoir suivre un cursus scolaire pour devenir ce que vous avez envie d'être, plutôt que de tomber dans des addictions au cannabis à 15 ans parce que vous essayez de vous automédiquer comme vous pouvez, que vous vous sentez rejeté par la société, par vos pairs, et vous vous retrouvez à la rue SDF à 20 ans parce que c'est ce qu'on voit aussi. Il y a des gens TDAH qui finissent comme ça parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués et ça peut être un retentissement majeur dans la vie des gens. Bien sûr. Sur la molécule quand même, pour finir sur le TDAH puisqu'on est parti dessus. Là, on parle de la Ritaline ou Concerta. Enfin, il y a d'autres. Le méthylphénidate, c'est la molécule. Alors, j'arrive et pas après, à le prononcer. Il y a différents slogans. Redites-moi. Le méthylphénidate. Le méthylphénidate. Il faut que j'arrive à me le dire plusieurs fois. C'est la molécule. Et ensuite, les noms commerciaux, il y a Concerta, Ritaline, Quasime. Alors, ce qu'on sait quand même avec cette molécule, c'est que parfois, elle entraîne un peu des descentes en fin d'effet. Est-ce qu'il y en a d'autres qui agissent peut-être plus sur la durée pour le TDAH? Il y a des formes à libération prolongée, des formes LP, qui peuvent permettre parfois de tenir un petit peu plus longtemps sur la journée. Mais encore une fois, ça, c'est un peu une affaire un peu de spécialiste. Et le mieux, c'est d'en discuter avec le médecin qui prescrit, qui pourra tout à fait répondre à ces questions. Pour revenir sur la schizophrénie, tout à fait. On était parti un peu là-dessus. On part plutôt sur les maladies, effectivement, maintenant. Alors, il faut différencier en effet les troubles de personnalité et la schizophrénie. C'est deux choses très différentes. Les troubles de personnalité, c'est vraiment quelque chose qui va se figer, se fonder assez tôt dans votre vie, dans l'enfance, l'adolescence plutôt, et quand on est jeune adulte, c'est la manière dont votre identité va se structurer. Et dans ces différentes identités, il peut y avoir ce qu'on appelle des troubles graves de personnalité, c'est-à-dire des modes de fonctionnement assez rigides, inflexibles, qui vont avoir un retentissement dans votre vie et qui vont faire que vous allez avoir du mal dans les interactions sociales, vous allez avoir du mal à conserver un emploi ou à accéder dans le monde professionnel, vous allez avoir du mal à fonctionner comme les autres. Donc, il peut y avoir par exemple le trouble de personnalité borderline, qui entraîne une impulsivité importante, qui entraîne comme des tempêtes au niveau de l'humeur qui peuvent se produire dans la journée. On peut passer du rire aux larmes dans l'heure. On peut avoir ces semaines de montagnes russes émotionnelles qui entraînent un fonctionnement en tout ou rien, avec des difficultés à gérer les interactions sociales. Soit on adore les gens, soit on les déteste, et puis ensuite on déteste ceux qu'on a adorés. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est... C'est assez clivant, là, quand vous dites ça. Il y a quelque chose de clivant, quoi. C'est très difficile parce que à la fois les gens le ressentent un peu comme une personnalité, comme une identité,
santé et en même temps ça les empêche de vivre et il y a vraiment des soins qui existent, notamment des psychothérapies très particulières pour ce trouble. Et il faut vraiment pas hésiter à consulter parce que c'est pas une fatalité, on peut aller mieux, on peut réussir à dompter comme ça ces espèces de tempêtes émotionnelles et on n'est pas obligé de rester comme ça toute sa vie à ce degré-là. Ouais. Quand vous dites ça, on peut quand même confondre ces symptômes un peu avec la bipolarité, dit comme ça, non ? Tout à fait. Et souvent, on peut confondre. Souvent, on peut confondre le trouble bipolaire et le trouble borderline. On peut aussi confondre le trouble borderline avec l'état de stress post-traumatique. Parce que si on s'est fait agresser dans son enfance sexuellement, par exemple, on peut développer des difficultés dans les interactions interpersonnelles. On peut parfois avoir des décharges émotionnelles. On peut avoir une impulsivité majorée. Et si on n'a pas des traitements et des soins rapides pour l'état de stress post-traumatique, notamment des techniques comme le MDR pour s'en sortir rapidement, on peut développer derrière une identité déstructurée, une identité abîmée qui fait qu'on va fonctionner en tout ou rien. Donc on peut avoir à la fois un état de stress post-traumatique qui peut évoluer vers un trouble grave de personnalité, mais on peut aussi avoir un état de stress post-traumatique qui s'ancre dans la durée et qui fait qu'on a l'impression que c'est un trouble borderline alors que pas du tout. Le trouble bipolaire, ça n'a rien à voir. Alors que le trouble borderline, il n'y a pas de source traumatique ? Si, tout à fait. Oui. Ça peut être une des causes de ce trouble, mais parfois on peut le confondre. On peut confondre le trouble borderline et l'état de stress post-traumatique. Ce sont deux entités différentes qui sont parfois comorbides et parfois associées, mais qui n'ont rien à voir. Et par contre, derrière un trouble borderline, il n'y a pas toujours un trauma. Il peut y avoir un borderline sans trauma. C'est ça qui est étonnant, c'est ça que je veux dire. Il y en a souvent, mais on peut tout à fait avoir un trouble grave de personnalité borderline sans avoir de trauma, en ayant eu une enfance heureuse. Tout à fait. C'est tout à fait possible. Ou alors, on ne s'en souvient pas ? Mais c'est... Oh, alors, vous savez les détecter, on rentre un peu dans du détail. On rentre un peu après dans de l'affaire un peu de spécialiste et c'est des diagnostics qui peuvent prendre plusieurs mois, plusieurs années à s'établir. Hein. Donc encore une fois, il faut avancer avec humilité dans les troubles psychiques. Ça reste des spécialités qui sont un peu plus en retard que les autres spécialités médicales en termes de connaissances scientifiques. On intéresse quand même moins aussi les laboratoires, il y a moins d'études, même si il y a un renouveau, il y a un regain quand même de la recherche scientifique pour la santé mentale, mais restons prudents, restons humbles par rapport à tout ça. C'est complexe. Le trouble bipolaire, juste pour faire la différence avec le trouble borderline. Puis de toute façon, il faut qu'on avance parce qu'on me fait des signes, mais non, mais c'est pas grave. Prenons notre temps parce que ça me passionne. C'est des phases vous qui aussi, durent. Chers auditeurs, je dis ça me passionne, mais je pense que vous êtes avec nous là. Vous les écoutez. Le trouble bipolaire, c'est quelque chose qui s'ancre sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Ce sont des phases qui durent plusieurs jours, plusieurs semaines. On peut avoir des phases dépressives où on va être cloué dans son lit, à pas vouloir bouger, même pas avoir la force de s'alimenter ou de se doucher. Ça dure plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Et parfois, on a des phases d'humeur neutre et on peut avoir aussi des phases maniaques qui durent plusieurs semaines, plusieurs mois. Où on va claquer tout son argent, on va être désinhibé, euphorique, exalté, on va avoir envie de mener plein de projets dans tous les sens, on va pas dormir de la nuit, on va pouvoir s'endetter, se mettre en danger sexuellement. Donc, c'est très caractéristique. Hein. Le trouble borderline, c'est comme si on pouvait avoir un peu ça dans la même journée. Où on passe par des montagnes russes dans la même journée, alors que le trouble bipolaire, c'est un trouble psychique qui n'a rien à voir et qui donne des phases qui s'inscrivent dans le temps. Comme disait Nicolas Demorand, pour 3 jours d'euphorie, je sais qu'après, je vais payer peut-être pendant 3 mois derrière. Et le problème, c'est que les gens qui ont un trouble bipolaire, souvent, ils recherchent parfois cet état un peu d'euphorie parce que quand on a vécu la dépression, se retrouver en phase maniaque, parfois, c'est très grisant, c'est euphorisant. On se retrouve à avoir une sensation d'osmose. De toute puissance. On a l'impression qu'on est irrésistible sexuellement. On a l'impression que tout va nous sourire, qu'on réussit tout. Malheureusement, c'est souvent faux et on le paye derrière par des semaines, voire des mois de dépression. Là aussi, empreinte génétique peut-être Tout à fait. Toutes les maladies psychiques, de toute manière, c'est ce qu'on appelle un modèle biopsychosocial, c'est-à-dire un bagage biologique, génétique qui va vous donner une vulnérabilité, mais aussi des facteurs de stress psychologique, des traumatismes qui vont venir impacter votre trajectoire. Et social parce que la précarité financière, le fait d'avoir eu des parcours migratoires, tout ça va rajouter aussi en termes de vulnérabilité.
qu'est-ce qu'on pourrait aborder ? On a parlé tout à l'heure de la schizophrénie. On avait fini ou pas dessus ? Alors, la schizophrénie, pour faire simple, c'est un trouble psychique qui touche 1% de la population en France, donc c'est environ 700 000 personnes. Donc, c'est loin d'être rare. On n'en guérit pas de la bipolarité, borderline. On se soigne toute sa vie. Parce que je pense à la schizophrénie, parce que je crois que c'est le cas. Hein. Alors, du coup, ça me ramenait aux deux autres, excusez-moi. Le trouble borderline, on peut avoir une évolution, si on a des soins de qualité, on peut avoir une évolution très favorable et on peut apprendre à se connaître et se dompter davantage au fur et à mesure des années. Et on voit tout à fait des évolutions spectaculairement positives, ça peut arriver. Il y a aussi des gens qui malheureusement s'aggravent et vont avoir un trouble qui s'enquiste, c'est possible. Le trouble bipolaire, on peut le stabiliser avec différents traitements, que ce soit la psychothérapie, mais avant tout quand même des régulateurs de l'humeur, des médicaments régulateurs de l'humeur, que ce soit le lithium, qui est l'un des plus connus, le Theralite, ou d'autres antiépileptiques. La schizophrénie, c'est une maladie aussi qu'on stabilise, même si de plus en plus d'études sont en faveur de ne pas s'empêcher d'essayer d'arrêter le traitement au bout de plusieurs années d'évolution pour voir un petit peu si le trouble persiste. De manière très sage et prudente, on peut maintenant, au bout de 10 ans par exemple de prise en charge, essayer de diminuer tout doucement le médicament neuroleptique pour voir si les hallucinations réapparaissent, si les idées délirantes ressurgissent. Pour faire simple, la schizophrénie, c'est comme si on prenait un miroir qui représente le cerveau avec une surface lisse qui agglomère toutes les capacités cognitives qu'on a, la concentration, la manière de planifier la journée, de ressentir du plaisir. Ça, vous le jetez par terre et finalement, tous les centres qui contrôlent ça dans votre cerveau ne communiquent plus bien entre eux. Donc, c'est pas du tout le dédoublement de personnalité comme on entend souvent. La schizophrénie, c'est pas du tout ça. C'est important de le redire parce qu'on a vraiment ça en tête. C'est vraiment les émotions ne communiquent plus forcément avec la mimique faciale. Vous allez vous mettre à sourire alors même que vous avez des pensées terribles. Vous allez vous lever le matin sans arriver à structurer votre journée. Vous avez du mal à faire le ménage, à faire des calculs. Vous pouvez avoir des hallucinations visuelles, auditives, entendre des voix qui prennent possession un peu de vous, avoir des ressentis corporels étranges, parfois des idées délirantes, l'impression qu'on vous suit dans la rue, l'impression qu'on vous veut du mal, que vos proches... persécution, La persécution, voilà. C'est une pathologie qui touche énormément de domaines, qui est souvent très difficile à vivre pour la personne concernée et pour ses proches, parce que l'évolution peut être parfois très rapide et très défavorable. Et elle peut survenir d'un coup, il y a quand même des signes précurseurs dans l'enfance. Alors, parce que vous parliez d'enfants de 8 ans. Il n'y a pas forcément de signes précurseurs. Souvent, ça arrive plutôt entre 15 et 35 ans. C'est un peu le pic d'incidence. On peut avoir eu une enfance tout à fait heureuse et radieuse et développer une schizophrénie, malheureusement. Même si les facteurs de stress, des agressions sexuelles peuvent être des choses qui viennent fragiliser. Et le cannabis aussi n'est pas indispensable pour souffrir de schizophrénie, mais n'est pas totalement anodin, c'est-à-dire que ça va pas déclencher la schizophrénie, mais ça va la rendre plus précoce et sur des formes plus graves qui vont plus résister au traitement. D'autres psychotropes d'ailleurs ? Je ne sais pas d'ailleurs si le cannabis est dans la famille des psychotropes, oui j'imagine. Alors en fait, un psychotrope, c'est une substance qui a des effets sur la psyché. Donc le cannabis en est une, mais illégale, et l'alcool en est une autre, mais légale. Voilà. Et donc l'alcool pourrait avoir aussi cet effet-là sur la schizophrénie ? Alors l'alcool, il y a moins d'effets directs sur la maladie comme la schizophrénie, mais par contre l'alcool est un fléau en termes de santé publique. Ça génère de la dépression, des idées suicidaires, des troubles. Ça aggrave les troubles anxieux. C'est une catastrophe. L'alcool, c'est un poison et il faut le savoir quand on en consomme. Et il faut adapter son hygiène de vie si on a envie de consommer de l'alcool de manière ponctuelle et festive. Mais voilà, il faut se le dire, quand je consomme de l'alcool, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Voilà. On a fait un épisode complet sur l'arrêt de l'alcool dans les conversations du Scarabée. Si jamais ça vous intéresse, chers auditeurs, d'aller le réécouter. Peut-être pour terminer, est-ce qu'on parle plutôt des addictions où il y avait peut-être ce trouble aussi à symptomatologie somatique dont on n'a pas trop parlé,
qui est peut-être une autre curiosité, entre guillemets, qu'on connaît moins, je ne sais pas. Alors, les troubles à symptomatologie somatique, je pense qu'il faut en parler parce que ça risque d'intéresser pas mal vos auditeurs. Et puis après, en ce post-Covid, en plus, je pense que c'est important. Ouais, c'est important. En effet, ça reprend d'ailleurs notre discussion du début sur c'est dans ta tête, c'est psychologique. En fait, on ne peut pas dichotomiser santé mentale, santé physique, tout s'entremêle et tout est intimement lié. Et ce qu'on appelle maintenant les troubles à symptomatologie somatique, c'est ce qu'on appelait avant les maladies psychosomatiques, les troubles somatoformes. En fait, c'est cette grande catégorie de troubles qui est encore aux frontières entre le psychique, le physique. On n'a pas toutes les réponses scientifiques là-dessus. Et du coup, vu qu'on n'a pas toutes les réponses, parfois les médecins ils se sentent un peu bousculés par rapport à ça. Ils se renvoient la balle entre différentes spécialités, là où en fait il faut finalement bosser ensemble. Donc par exemple, à l'hôpital de Périgueux, on a monté une consultation de dermatopsie. Donc une dermatologue et un psychiatre voient en même temps une personne qui a un trouble complexe pour lequel on se demande s'il n'y a pas une participation soit physique, soit psychique. Donc des lésions cutanées, par exemple, qui peuvent avoir une origine dans un stress particulier ou une agression sexuelle dans l'enfance. On sait que certaines poussées d'eczéma voilà. Donc, de psoriasis... Donc, dans ces troubles, finalement, on peut retrouver la fibromyalgie, le syndrome de l'intestin irritable, les troubles neurologiques fonctionnels. Parfois, il y a des gens qui, sur des facteurs de stress importants, vont avoir une perte de la vision, d'apparition brutale, mais ils ne le font pas exprès, ça ne les amuse pas, en fait. Et souvent... On pense à ces gens qui blanchissent peut-être en une nuit suite à un choc, etc. Mais ouais, en fait, le stress, c'est puissant. Quand on vous dit c'est dans ta tête, les gens se disent c'est un truc un peu doux, qu'on s'impose à soi-même pour se marrer, comme un hobby. C'est comme si c'était romantiser les troubles psychiques. C'est fou ces expressions populaires. C'est dans ma tête, mais c'est dans ma tête, mais c'est puissant. Et c'est dans ma tête, mais c'est dans mes intestins aussi. J'ai la diarrhée quand je suis stressé. Donc, tout ça est intimement lié et je pense qu'il faut vraiment des regards croisés des différentes spécialités pour embrasser la complexité des gens. Et je pense on pense aux endocrinos aussi, dont on parle finalement très peu parce que le système hormonal, c'est une horlogerie bien sûr, d'une complexité. On touche un petit truc. On voit que les gens aussi qui ont des problèmes de thyroïde, parfois, ça peut entraîner... tout à fait. Il faut manque de fer. Et si vous recevez quelqu'un qui a un problème dermato et que vous lui dites je pense que c'est psy, il faut aller voir un psychiatre, il va pas y aller parce que il va se dire attendez, c'est psy, moi je le vois bien ma lésion, donc il va perdre confiance. Alors que si vous le voyez avec deux experts en face, qui discutent en plus entre eux devant la personne et qui font maturer, qui font émerger leurs pensées devant la personne et qui la font participer de manière collaborative, c'est bien plus efficace sur le plan du rétablissement, c'est bien plus fonctionnel et ça permet en plus de mieux se comprendre dans ces différentes spécialités, d'apprendre à travailler ensemble, donc c'est passionnant. C'est passionnant. Je recevais hier un invité dans Métamorphose qui témoignait en fait de son anorexie mentale et puis il vient d'apprendre qu'il est atteint de la maladie de Charcot et qui disait que ses médecins disaient que comme il accueillait entre guillemets bien cette maladie, il voyait une évolution qui était lente, par exemple, pour le moment. Voilà, c'est quand même... lui, il témoignait de ça. Je ne dis pas que c'était un expert et je ne veux pas donner de faux espoirs, etc. Mais en tout cas, tout ce lien, on est encore des bébés de comprendre tout ce qui se passe, quoi. C'est un champ émergent qui est passionnant. Encore une fois, les troubles neurologiques fonctionnels, le fait qu'on puisse, avec des facteurs de stress et avec des traumatismes dans l'enfance, avoir des symptômes physiques qui peuvent parfois empêcher de marcher, qui peuvent parfois empêcher de parler. Ça montre la puissance d'un traumatisme, ça montre à quel point ça peut abîmer, ça peut morceler une personne. Et on a vraiment besoin de bosser ensemble les différentes spécialités pour que les gens aillent mieux et le plus rapidement possible. On le voit d'ailleurs dans l'effet placebo. Oui, l'effet placebo est un effet bien connu qui fait que par la prise en charge, ne serait-ce que par le fait d'accompagner la personne, le fait de prendre soin, il y a déjà une petite amélioration qui s'initie. Oui, c'est ça. En conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de nous faire passer comme message peut-être ? Je vous laisse le mot de la fin. On n'a pas parlé des addictions, on a fait plusieurs émissions dessus. Peut-être que ce serait dommage de passer dessus rapidement. Vous reviendrez dans Métamorphose. Avec plaisir, avec plaisir. Si vous me réinvitez, je reviendrai avec grand plaisir. Oui, je vous réinviterai. Qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message ? Surtout que j'ai une fierté de faire ce beau métier de psychiatre. Je pense qu'il est
pas assez connu. Je pense qu'il souffre de beaucoup de stigmatisation encore et de caricature. Je pense aussi qu'il faut qu'on le modernise. Je mène différents combats, notamment sur l'isolement et la contention, qui sont des pratiques de dernier recours qui sont encore trop utilisées en psychiatrie. Les droits des personnes sont un autre thème qui m'est très cher. On n'a pas parlé d'ailleurs de l'hospitalisation de proches, etc. Tout ça est dans le bouquin et je pense que ça... J'avais aussi lancé une pétition pour que les politiques arrêtent d'utiliser les troubles psychiques comme des insultes pour se discréditer les uns les autres. Il y a maintenant 40 000 signatures depuis un an, donc... Donnez-nous des exemples, parce que c'est tellement dans le langage populaire. Justement, c'est pour ça, à mon avis, que Nicolas Demorand, il a parlé de malade mental. Oui, je pense qu'il veut aussi balayer devant cette porte, même sur le plan médiatique. Je pense que le traitement de la santé mentale s'améliore peu à peu, mais il y a encore beaucoup de caricatures. Et donc, moi, j'essaie de répondre au maximum aux différentes interviews des journalistes pour essayer de rendre plus transparent cette spécialité. Mais pendant la campagne des législatives, il y a eu différents politiques qui ont dit qu'un tel était schizophrène, qu'un tel était un salotiste. Donc moi, ça m'a insurgé. J'ai bondi de mon siège et j'ai lancé cette pétition qui a été rejointe par différents organismes, notamment l'UNAFAM, qui est une grande association d'aide aux familles. Je pense qu'il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on se serre les coudes parce qu'au final, c'est la santé mentale et les troubles psychiques des gens qui doivent aller mieux. Et moi, je m'engage dans tout ça pour finalement mieux soigner, mieux accompagner et rendre notre métier plus transparent. Oui, tout à fait. En tout cas, merci aussi pour votre courage et puis vos ouvrages. En plus de votre clinique, parce que vous n'êtes pas déconnecté du terrain, et ça, je pense que c'est important, parce que parfois, on peut partir aussi dans l'écriture, et puis au bout d'un certain nombre d'années, finalement, ne plus être au plus près de ce pourquoi vous faites ce métier, c'est-à-dire les gens qui souffrent, en fait. Moi, je resterai toujours sur le terrain. Dès demain, je repars au front pour prendre en charge les personnes, accompagner des projets de vie innovants, bosser dans l'hôpital de jour que j'ai structuré à la Fondation John Bost, retrouver mes collègues à l'hôpital de Périgueux. Enfin voilà, j'ai différentes casquettes et j'essaye de les mener toutes de fond. C'est pas forcément facile, mais... Ne partez pas en burn-out, on a besoin on n'a pas parlé du burn-out, mais voilà. Parfois, on ne le dit pas assez, mais les étudiants aussi en médecine, etc. Les psychiatres, les étudiants en médecine, les infirmiers. Il y a de la souffrance chez les soignants aussi. Bien sûr. Voilà. Et quand on est soignant, pour aller se soigner, c'est pas forcément facile. Parce qu'on ne sait pas trop vers qui se tourner, on a un peu honte d'en parler, on a peur d'être vu un peu comme défectueux, même par nos collègues de santé mentale. Donc parfois, c'est un peu paradoxal, mais on peut être soi-même stigmatisant en étant professionnel de santé mentale. Voilà, vous êtes aussi des humains avant tout. Merci infiniment, Dr Baup, d'être venu au micro de Métamorphose, faire un tour pour la première fois. Je rappelle que votre ouvrage, Comment ça va toi, peut-être vous pouvez le prendre derrière et puis le montrer à la caméra, vient tout juste d'être publié aux éditions Larousse. Peut-être dans une des newsletters, si vous êtes d'accord, docteur, puis on demandera aussi à votre éditeur, on mettra un encadré sur certains signes, un petit extrait pour les abonnés à la newsletter de Métamorphose. En tout cas, merci infiniment. Merci beaucoup pour votre invitation. Avec plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.